Vous écoutez La Lune du chasseur, un livre écrit par Camille Noël et lu par la voix modélisée de Ingrid Falaise. Acte 8. La proie. Chapitre 1. Londres, 1841. Lara Preston n'était pas le genre de femme à s'apitoyer sur son sort, et pourtant, en cet après-midi pluvieux, elle refoulait ses larmes devant ses invités. Depuis quelque temps, il lui était devenu particulièrement difficile de prétendre que tout allait bien. « Si je puis vous donner un conseil, ma chère, » lui souffla Mrs. Brown sur un ton de confidence, « mangez 2 œufs crus avec un peu de vinaigre par nuit de pleine lune avant votre prochaine tentative. »« Ne vous inquiétez donc pas, » ajouta Mrs. Williams. « Bientôt, sans même vous en rendre compte, vous serez entouré d'une ribambelle d'enfants. » Clara afficha un faux sourire en retenant un rictus cynique. Tous se demandaient pourquoi, après 2 ans de mariage, son ventre ne s'était toujours pas arrondi. Elle pouvait bien manger tous les œufs crus de la terre, jamais elle n'enfanterait, le médecin le lui avait dit. Et le premier à s'en réjouir avait été son mari, Andrew. Assise dans son coquet petit salon en compagnie des 2 dames les plus bavardes du voisinage, Clara tenait son rôle de parfaite hôtesse, tâchant ainsi de préserver les apparences et de sauver le peu de dignité qui lui restait. Elle savait bien que ni Mrs. William ni Mrs. Brown n'étaient dupes. Jusqu'à tout récemment encore, les gens s'imaginaient que les Preston formaient le couple idéal. Les femmes voyaient en Andrew un parfait gentleman, d'autant qu'il ne manquait jamais de jouer les séducteurs auprès d'elle. « Nous avons eu vent du départ de votre femme de chambre, » confia Mrs. Brown. « Ce doit être difficile pour vous. Je peux vous fournir une liste de quelques candidates avec d'excellentes références. »« Je vous remercie, » coupa poliment Clara. « Je ne pense pas réengager de femme de chambre pour le moment. Je m'en sors très bien toute seule. » Les 2 vieilles dames échangèrent un regard entendu. Par leurs questions prétendument innocentes, elles vérifiaient si les rumeurs étaient fondées. Si on en croyait le bruit qui courait, Andrew Preston avait l'habitude de jouer souvent à l'argent et de perdre tout aussi souvent. Clara aurait souhaité de tout son cœur que ce ne soit que des rumeurs. Or, elle ne s'était pas séparée de sa femme de chambre de son plein gré, mais bien parce que son mari n'avait plus les moyens de la payer. En fait, les domestiques se faisaient moins nombreux depuis quelque temps, si bien que Clara devait elle-même participer aux tâches de la maison. Elle ne s'en plaignait pas, même si au début, cette perspective l'avait rebutée. Issue de la petite bourgeoisie, elle n'avait jamais eu à travailler, et son mari, magistrat de profession, avait pu la hisser davantage dans la société. Jamais elle n'aurait cru devoir un jour assumer ainsi des corvées. Peu à peu, elle avait toutefois compris combien travailler pouvait lui changer les idées. Aujourd'hui, attacher un tablier autour de sa taille pour aider la cuisinière lui donnait l'impression d'être moins seule. Devant sa domestique, elle n'avait pas à feindre des émotions. Lorsque Clara discutait avec des gens de son rang, elle devait constamment jouer la comédie. Elle mentait même à son propre père, qu'elle aimait profondément et duquel elle avait été très proche avant de se marier. Elle avait trop honte de lui avouer l'échec de son couple. Cette pensée lui faisait l'effet d'un coup de poignard au cœur. Elle voyait d'ailleurs son père ce soir-là pour le dîner. Autant elle se réjouissait de passer du temps en sa compagnie, autant elle appréhendait de devoir lui cacher une fois de plus la vérité. Il serait tellement libérateur de tout lui confier. Cependant, Clara ne voulait pas l'accabler avec ses problèmes ni accepter de l'argent de sa part. Elle connaissait son père. Il demanderait des explications à Andrew sur sa conduite, et cela, elle ne le souhaitait pas. Clara observait ses invités, qui bavardaient de tout et de rien avec légèreté. Elle ne doutait pas que la jeune femme assise face à elle était au bord du gouffre. « Vous êtes si silencieuse, Mrs. Preston, et vous êtes pâle, qui plus est, » remarqua Mrs. Williams. « Vous m'inquiétez. Couvez-vous quelque chose? »« Mais non,
Je vous assure que je vais bien, mentit Clara d'un ton un peu trop affecté. Alors, aurons-nous le plaisir de votre compagnie ce soir au bal chez les Burberry? Il paraît que le comte de Chatterfield y sera avec sa nouvelle femme. Il ne faut surtout pas manquer cela. Dès qu'un noble se présentait à un événement, les bourgeois se mettaient dans tous leurs états. Comme eux, Clara avait partagé cette excitation chaque fois qu'on l'avait introduite auprès d'un charmant lord ou d'une élégante lady. Elle n'avait plus la tête à cela, hélas, et de toute façon, elle n'avait pas reçu d'invitation. Ses amis d'hier se détournaient déjà d'elle. La haute société ferme inévitablement ses portes à ceux qui n'ont plus d'argent. J'ai bien peur de ne pas pouvoir m'y rendre, déclara prudemment Clara. Mon époux a déjà pris des engagements ailleurs, et il va sans dire que je l'accompagnerai. Quel dommage, s'exclama Mrs. Brown en se levant. Nous aurons l'occasion de nous revoir bien vite, j'en suis certaine. Nous vous laissons maintenant, Miss Preston. N'oubliez pas, des œufs crus et du vinaigre par nuit de pleine lune. Selon l'almanach, la prochaine sera le 18 octobre. Sur ces dernières paroles, Mrs. Williams lui lança un regard appuyé auquel Clara répondit par un vigoureux hochement de tête. Une fois seule, elle abandonna son sourire factice et se laissa tomber sur son canapé pour écouter le martèlement de la pluie sur les fenêtres. Une foule de gens à Londres était bien plus malheureux qu'elle. La majorité de la population vivait entassée dans la promiscuité des quartiers ouvriers. Pour un salaire dérisoire, tous ces gens se tuaient à la tâche. Même leurs enfants devaient travailler pour assurer la survie de la famille. Clara avait-elle seulement le droit de se sentir si misérable? Après de longues minutes d'immobilité, elle se réfugia à la bibliothèque pour s'adonner à un jeu de cartes en solitaire. Ce jeu lui rappelait cruellement le temps où elle était jeune et candide, avant ses 20 ans, avant de rencontrer Andrew Preston lors d'une soirée. Quand ce genre de sortie mondaine lui faisait encore tourner la tête, il y avait une éternité, semblait-il. Clara se souvenait à quel point, au premier regard, elle l'avait trouvé séduisant et charmant. Aucun homme ne lui avait porté autant d'attention et elle avait été assez naïve pour le croire parfait sans le connaître. Elle avait d'abord eu beaucoup de plaisir en sa compagnie. Il jouait à toutes sortes de jeux, allait au théâtre et au bal, riait aux éclats à chaque occasion. Ainsi, il s'était marié assez rapidement. Comme Andrew était très sociable et adorait sortir, Clara s'efforçait de l'accompagner tous les soirs, ce qui est bien vite devenu épuisant. Andrew se faisait sans cesse de nouveaux amis, dont certains avaient mauvaise réputation, et il y avait des femmes aussi. Elle lutta contre l'émotion qui lui embuait les yeux. Andrew et elle ne se côtoyaient plus dans l'intimité à présent. Ils ne se retrouvaient jamais seuls dans la même pièce. C'est pourquoi elle fut sidérée de le voir apparaître dans la bibliothèque, lieu où il ne venait jamais et qu'elle considérait comme son sanctuaire. Elle leva les yeux vers son visage creusé de cernes, sous des cheveux noirs dépeignés. Il s'était immobilisé près de la porte, comme s'il n'osait pas avancer. « Clara, nous devons parler, » dit-il d'un ton grave. Chapitre 2. Londres, 1843, 2 ans plus tard. Et nerveuse, Mrs. Muller ne pouvait s'empêcher de lancer des coups d'œil frénétiques autour d'elle. La chaleur qui grimpait dans l'auditorium rendait la jeune femme inconfortable. Elle s'était répété maintes fois que dans cette foule, personne ne ferait attention à elle, et c'était le cas. La centaine d'hommes et les quelques femmes qui l'entouraient discutaient allègrement de science et de médecine. La clameur de leurs voix remplissait toute la salle. Mrs. Muller tâcha de se calmer. Son arrivée à Londres l'avait grandement inquiétée, si bien qu'elle avait passé les 2 dernières semaines cloîtrée dans sa chambre d'hôtel, ne la quittant que pour accompagner le docteur Elliotson chez des patients. Mrs. Muller oscillait sans cesse entre 2 sentiments. La joie de voir son patron renouer avec sa terre natale et l'angoisse constante de se sentir encore en danger. Il peut être n'importe où.
Elle avait quitté l'Autriche déterminée à ne plus vivre dans la peur, à ne pas laisser un certain individu exercer sur elle une trop forte influence, mais elle devait admettre ne pas être aussi brave qu'escomptée. Elle guettait constamment le moindre signe de danger autour d'elle, effrayée à l'idée d'être traquée. Il a une multitude de gens à son service. Votre attention, je vous prie, s'éleva alors une voix forte. Graduellement, la rumeur des conversations s'estompa, tandis que tous gagnaient un siège dans l'amphithéâtre. Mrs. Muller salua d'un sourire crispé les gens qui prenaient place à ses côtés. Il a des amis puissants. Merci d'être venu en grand nombre, chers confrères. Après 2 années de séjour en Autriche, le docteur John Elliotson, expert en magnétisme animal, est revenu à Londres pour nous partager les résultats de ses expérimentations. Accueillons-le chaleureusement. Des applaudissements accompagnèrent l'arrivée du conférencier sur la scène. Mrs. Muller ne put s'empêcher de sourire en voyant le docteur saluer l'assemblée d'un air béat. John avait toujours été dans son élément au Collège royal de médecine. Il adorait cet endroit. En être resté éloigné pendant 2 années l'avait affecté, beaucoup plus qu'il ne voulait l'avouer. Boiteux depuis un accident de fiacre, John Elliotson possédait un charisme indéniable à défaut d'une grande beauté. Son visage, singulier et expressif, agrémenté d'une barbe épaisse, attirait naturellement l'attention, et il avait su, au fil du temps, profiter de cet avantage. Du bout de son siège, Mrs. Muller se détendit en observant le docteur gesticuler avec aisance devant ses pairs et l'écouta s'exprimer avec éloquence. Il avait beau claudiquer, ses gestes et sa démarche dénotaient une rare prestance. Mrs. Muller ne manqua aucun de ses mots, et ce, même si elle les avait déjà entendus maintes fois auparavant. Oublions la théorie des humeurs, mes chers amis. Le temps où nous soignons nos patients en les saignant et en les purgeant est révolu. Désormais, c'est la science qui prévaut, avec des médecins comme Richard Bright et les frères Hunté. Nous devons étudier les maux et les maladies, les observer pour mieux les comprendre et expérimenter sans relâche. Ce que j'ai découvert durant mon séjour en Autriche constitue une avancée importante pour la médecine et la science en général. Certains ici me connaissent. Vous savez que je cherche depuis longtemps à atténuer la souffrance des patients, à trouver des traitements sans douleur. Le docteur marqua une pause, le temps de reprendre son souffle. J'ai rencontré des médecins extraordinaires en Autriche et voici ce qu'ils m'ont confirmé. L'existence d'un fluide magnétique purement naturel nous unissant tous les uns aux autres. Un fluide invisible, mais omniprésent, qui répond à la loi fondamentale de l'attraction et de la répulsion. Ce que cela signifie concrètement, c'est que nous possédons tous des propriétés magnétiques. C'est sur cette prémisse que se base le magnétisme animal. John semblait toujours enthousiaste et passionné, car il pensait réellement avoir trouvé la panacée. Des confrères autrichiens ont déjà démontré qu'il est possible de soigner grâce au fluide magnétique, poursuivait John. Une mauvaise circulation est à l'origine de certains maux et maladies. Il faut donc apprendre à manipuler ce fluide et à rétablir l'équilibre. Les chuchotements de 2 hommes derrière Mrs. Muller la déconcentrèrent. D'après les bribes qu'elle captait, ils étaient plus que sceptiques, et bien qu'elle puisse comprendre leur réaction, elle demeurait persuadée qu'ils changeraient d'avis s'ils voyaient le docteur Elliotson à l'œuvre. Lorsqu'elle reporta son attention sur la conférence, John était en train de raconter une expérimentation sur un jeune homme dont il avait fallu amputer une jambe. Mrs. Muller se rappelait cette journée comme si c'était hier, alors que ce souvenir remontait à plus d'1 an. Dès leur arrivée à l'usine, un ouvrier sous le choc les avait menés jusqu'à Franz Hofer, la jeune victime. Un horrible accident de travail lui avait déchiqueté la jambe. Mrs. Muller avait rapidement mis en place un garrot pendant que John magnétisait le patient. Franz n'avait rien ressenti lorsqu'on lui avait coupé la jambe. C'était la pure vérité. Elle l'avait vu de ses yeux. À la lumière de ce cas, nous pouvons envisager la possibilité que la manipulation du fluide magnétique atténue la douleur, voire l'élimine complètement, proclama John.
Dans le cas où il ne peut expressément guérir, le fluide agit sur la perception du patient. Lorsque j'ai magnétisé ce jeune homme, j'ai dirigé le fluide dans son cerveau et non vers la blessure. Je n'étais pas certain des conséquences, c'était la première fois que j'expérimentais sur un cas semblable. Le résultat fut stupéfiant. Le patient n'émit aucun son lors de l'opération. Il ne sentait pas qu'on lui coupait la jambe. Il était tombé dans ce qu'on appelle le sommeil magnétique. Un cas semblable s'est également produit chez une patiente atteinte de paralysie. Après plusieurs séances où elle était plongée dans le sommeil magnétique et influencée par des suggestions, elle a graduellement retrouvé l'usage de ses jambes. Cette observation me permet donc de supposer que le magnétisé lui-même influence son état physiologique. Le docteur Elliotson marqua une courte pause avant de conclure. Je suis revenu en Angleterre afin de continuer l'exploration de cette nouvelle science, mais aussi pour la partager avec vous, mes chers confrères. L'exposé se termina sous une pluie d'applaudissements et de chuchotements. Mrs. Muller suivit le mouvement de l'assemblée et se leva, sans quitter son patron des yeux. Tandis qu'il descendait de l'estrade de sa démarche boitillante, quelques collègues se dirigèrent vers lui et monopolisèrent son attention. John paraissait aux anges. Elle n'allait certainement pas le priver de ce qui lui avait tant manqué. L'Autriche avait ses attraits, évidemment, et ses gens étaient gentils, accueillants, d'esprit moderne et libéraux, mais rien, pour John, n'égalait la compagnie de ses bons vieux camarades londoniens. Mrs. Muller décida de les laisser entre eux et de patienter à la sortie. Anonyme dans cette foule, elle sentit sa nervosité s'envoler. Libérée de ses soucis envahissants, elle se glissa parmi les médecins et autres hommes de science jusqu'aux portes de la salle de l'auditorium avant d'enfin aboutir dans les couloirs animés. Le Collège royal de médecine de Londres était un haut lieu du savoir médical où les esprits éminents de la profession se rencontraient pour partager leurs connaissances et leur expertise. Les murs en pierre imposants de l'établissement abritaient des auditoriums remplis d'étudiants aspirant à devenir les prochains grands médecins du monde. Mrs. Muller était toujours impressionnée d'y mettre les pieds. Une fois dans le grand hall, elle s'étonna d'y trouver une foule plus dense encore. C'était une exposition de cires anatomiques qui attirait tous ses visiteurs. En entrant dans le collège, la jeune femme ne l'avait pas remarqué tant le docteur Elliotson avait été pressé d'atteindre la salle de conférence. John en avait certainement pour un certain temps à converser avec ses collègues, aussi son assistante compta se distraire en contemplant les corps humains en cire. Ceux-ci suscitaient autant la fascination que la répulsion chez les citoyens londoniens qui ne connaissaient rien, ou presque, à la biologie humaine. Une fois, près des tables d'exposition, Mrs. Muller frémit en apercevant l'un des mannequins dont le dos ouvert d'une longue taillade laissait voir la colonne vertébrale. Cette vision lui rappelait un terrible souvenir. Chapitre 3. Londres, 1841. Assise sur son canapé, Clara leva les yeux de son jeu de cartes étalé sur la table devant elle. Qu'Andrew pénètre ainsi dans sa bibliothèque à l'improviste l'exaspérait au plus haut point. Elle ignorait d'où il sortait, mais il paraissait plus agité qu'à l'ordinaire. Au début de leur mariage, il était toujours habillé et coiffé de manière impeccable, l'incarnation même du parfait gentleman. Il achetait les gilets à la dernière mode, en brocart dispendieux, à 3 rangées de boutons en or. Ses chapeaux coûtaient eux aussi très cher, de la meilleure qualité qui soit. Depuis quelque temps, cependant, chaque fois que Clara le croisait, son apparence était négligée et son air, sombre et préoccupé. Aujourd'hui, sa cravate était nouée de travers, un début de barbe lui mangeait les joues et son gilet était mal boutonné. Il restait tout de même aussi beau qu'avant, malgré son teint cireux et ses yeux fatigués. Pour une rare fois, il ne sentait pas l'alcool. « Tu n'ignores pas, je crois, que nous avons quelques problèmes financiers, » poursuivit Andrew. Clara roula les yeux, exaspérée.
Tu t'en es donc rendu compte? Répliqua-t-elle avec sarcasme. J'ai déjà vendu plusieurs biens de valeur et congédié 3 domestiques. Oui, je suis bien au courant. Tu t'es débarrassé des 2 chiens de faïence que ma mère nous avait donnés à notre mariage, marmonna Andrew d'un ton aigre. Ce sont bien les premières choses qui sont parties, confirma Clara d'une voix satisfaite. Mais, sans surprise, ces horreurs ne nous ont pas rapporté grand-chose. Il nous faudra peut-être vendre la maison pour louer un logement dans un quartier plus modeste. Je suis un mauvais époux, confessa-t-il abruptement. Je sais que je t'ai fait du tort, que je t'ai traité injustement. Cet aveu médusa Clara. Jamais Andrew ne s'était excusé de quoi que ce soit. Une bile amère remonta dans la gorge de la jeune femme, qui laissa libre cours aux nombreux reproches accumulés dans le silence et la solitude. Tu n'as pas vraiment essayé. Tu n'as rien fait pour que notre mariage soit un succès. Tout ce qui t'intéressait, c'était de sortir, de faire la fête avec tes amis, de dépenser tout notre argent en jeux de hasard et de revenir saoul au petit matin. Tu n'étais pas particulièrement d'agréable compagnie toi-même, Clara, constamment d'humeur morose, à me jeter des regards noirs et à te montrer jalouse de mes amis. Tu m'as repoussée. Qu'étais-je censée faire? Si seulement tu n'étais pas stérile, un bébé t'aurait occupé et tu ne serais pas aussi aigrie. Furieuse, Clara bondit sur ses pieds. Ne me parle pas d'enfant. Tu m'as clairement fait savoir que ça ne t'intéressait pas, qu'une famille nuirait à ton mode de vie. Tu aurais dû m'avouer cela avant de me demander en mariage. À quoi bon? Tu ne peux pas avoir d'enfant? Piquée à vif, Clara lui tourna le dos et s'avança en direction de la fenêtre. Les bras croisés sur la poitrine, elle ravala la colère qui lui brûlait l'œsophage. Elle n'avait aucune raison de cracher son fiel ainsi. Il n'y avait rien à sauver de ce mariage. Pourquoi demeurer dans cette maison aux côtés de cet homme? Elle n'avait qu'à tenter sa chance ailleurs. Elle avait toujours son père, qui pourrait l'aider, et certaines aptitudes qui lui permettraient de gagner de l'argent. Quelques mois plus tôt, cette perspective l'aurait terrifiée, renoncer à son statut de bourgeoise, à son cercle social, à son confort, pour faire face à l'inconnu le plus total. Mais elle était désormais lasse de cette vie et prête à tout. Elle avait entendu des histoires sur des femmes qui avaient quitté leur mari. Personne n'en parlait ouvertement, bien entendu, mais tous savaient que l'épouse de Mr. Parks était retournée habiter avec ses parents en Écosse. Ils vivaient séparés soi-disant d'un commun accord. D'autres femmes, elles, partaient là où personne ne les connaissait et trouvaient du travail comme gouvernantes, prétendant qu'elles étaient veuves ou célibataires. Durant un long moment, Clara laissa son regard vagabonder par la fenêtre. Il avait cessé de pleuvoir, les gens sortaient dans la rue. Elle aurait souhaité être l'une de ces femmes, tout sourire, qui descendaient de leur voiture. Quand la voix d'Andrew s'éleva à nouveau, elle aurait préféré qu'il soit parti. « J'ai perdu mon poste de magistrat, Clara. » Cette nouvelle emplit la jeune femme d'une telle fureur qu'elle préféra rester immobile le temps de retrouver son sang-froid. Elle aurait eu envie de lui hurler sa colère, de lui lancer des objets, de lui dire qu'il l'avait bien cherché, que c'était tout ce qu'on récoltait à arriver en retard et saoul à son travail. Andrew avait amplement profité de la magnanimité de ses confrères qui couvraient ses déboires. Ce temps-là était révolu, manifestement. Mais elle demeura silencieuse. À quoi bon gaspiller son énergie ainsi? Elle en avait terminé avec lui. « J'ai trouvé quelqu'un qui pourra nous aider, » enchaîna Andrew, « mais tu dois venir avec moi. » « Pourquoi ?» se méfia Clara en se tournant brusquement vers lui. « C'est de ta faute, tout cela. À toi de régler la situation. » « Tu ne comprends pas. Nous sommes en danger. C'est le seul moyen. » « En danger ?» s'alarma-t-elle avec un mouvement de recul. « Qu'as-tu fait? » « Je t'expliquerai tout, mais nous devons partir. » Clara n'entendait pas se laisser mener de la sorte par un homme qui s'était si souvent montré indigne de confiance. « J'exige que tu me donnes des explications tout de suite, autrement je ne te suivrai nulle part, » répliqua-t-elle en se plantant solidement devant lui. Contrariée,
Andrew soupira bruyamment et passa une main nerveuse dans ses cheveux. « J'ai emprunté beaucoup d'argent à un homme qui en a maintenant après moi. Il veut être remboursé. Il n'hésitera pas à nous faire du mal. Nous? Pourquoi suis-je concernée? Tu es ma femme. Il t'utilisera pour faire pression sur moi. » Clara pinça les lèvres, rouge de colère, en s'efforçant de refouler les larmes qui lui piquaient les yeux. Elle détestait sa vie et regrettait chaque seconde de s'être laissée bêtement séduire. « Je t'en prie, Clara, » la supplia alors Andrew. « Je ne me tournerais pas vers toi s'il y avait une autre solution. » Elle avait cru que plus rien de la part d'Andrew ne pourrait l'émouvoir, et pourtant, jamais il ne lui avait parlé ainsi. Elle y vit le signe qu'il était réellement en danger, à bout de ressources. « Combien lui dois-tu? Donnons-lui la maison. » « Je lui dois des années de dettes de jeu, bien plus que la valeur de la maison. » À la suite de cet aveu, le silence tomba entre eux tel une tonne de briques. Jamais Clara n'avait cru la situation si grave. La bêtise d'Andrew était bien plus grande que tout ce qu'elle s'était imaginé. Comment pouvait-on être aussi inconséquent? « Eh bien, tu iras en prison pour tes dettes, voilà tout. » Mr. Cole n'est pas le genre d'homme à envoyer les gens en prison. Il préfère employer d'autres méthodes et il sait se montrer persuasif. Clara avait envie de l'abandonner à son sort, de le quitter immédiatement et de ne plus jamais entendre parler de lui. Cependant, il existait un risque que son créancier la retrouve et qu'il la contraigne à rembourser les dettes de son époux. Et Andrew pourrait être torturé, ou pire encore. Lui souhaitait-elle du mal à ce point? Certes, il était un mauvais mari, mais il ne l'avait pas fait souffrir délibérément. Il n'était pas cruel, seulement narcissique et en proie à un véritable problème de jeu. « Qu'attends-tu de moi au juste? » demanda-t-elle, désemparée. « Te souviens-tu du duc de Warwick? Nous l'avions rencontré lors du bal chez les Mayfair en mars dernier. » Clara hocha la tête. Elle se rappelait très bien cet homme élégant et affable, de très noble naissance. Il lui avait fait forte impression lorsqu'on les avait présentés. Pas qu'il était beau, mais il inspirait la grandeur et la dignité, et ses manières étaient empreintes de grâce. Clara n'avait pas imaginé l'attention qu'il lui avait portée ce soir-là. Elle avait bien remarqué ses nombreux regards intéressés. Flattée, elle s'était cependant faite discrète et avait évité de croiser son chemin à nouveau. Elle n'avait jamais été infidèle. Peut-être l'aurait-elle été si elle était tombée amoureuse d'un autre. Or, Clara ne croyait plus à l'amour. « C'est un homme très respectable, » insista Andrew. « Il m'a offert son aide et nous a invités tous les deux à venir le rencontrer cet après-midi. Il a beaucoup d'influence, Clara. Si nous l'avions comme ami, il pourrait tirer quelques ficelles et convaincre mon créancier de nous laisser tranquilles. » Un vent d'espoir souffla sur Clara. Si un homme tel que le duc de Warwick voulait bien les aider, alors tout danger serait écarté. « Je t'en prie, Clara. S'il faut que je te supplie à genoux, je le ferai. » À sa grande surprise, Andrew s'agenouilla devant elle. Il était dans un état pitoyable, les yeux rouges et cernés, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Nous irons voir le duc, puis je partirai, et je ne veux plus jamais entendre parler de toi, Andrew, » déclara-t-elle finalement avec froideur. Il demeura interloqué quelques instants, puis acquiesça. « Très bien, Clara, je comprends. Je ne t'accompagne que pour te soutenir. Je tiendrai mon rôle, je jouerai les épouses profondément peinées, ce qui ne sera pas bien difficile. Mais je ne ferai rien de plus. » « Bien sûr. Allons-y sans attendre, ou nous serons en retard. » Clara ne monta pas se changer. Il ne servait à rien de revêtir une robe plus belle, ni de se coiffer plus élégamment. Elle devait paraître dans le besoin. D'ailleurs, il ne lui restait aucun bijou et qu'une seule robe à la dernière mode qu'elle gardait pour les occasions spéciales. Devoir se départir de ses plus beaux atours avait été pour elle une véritable atteinte à sa dignité. Elle se coiffa d'un bonnet et enfila ses gants, puis fut prête à partir.
Dehors, l'air de septembre était doux. On percevait à peine l'effluve de charbon des cheminées. Sans même regarder Andrew qui marchait à ses côtés, elle percevait sa nervosité à travers sa démarche guindée. Elle-même se sentait fébrile, traversée par plusieurs émotions. Afin de conserver son calme, Clara se concentra plutôt sur ce qui l'entourait. Les maisons grises se dressaient en rangées régulières, ponctuées par les imposantes portes en bois sculptées, juchées au sommet d'une volée de marches. La rue était couverte de pavés usés par les innombrables pas qui les avaient foulés. Sous le ciel nuageux, la clameur de la rue se résumait au claquement des sabots des chevaux, au raclement des roues de voitures et aux conversations des promeneurs. Le trajet qui les mena jusqu'au riche quartier du Duc dura une vingtaine de minutes. Clara et Andrew se retrouvèrent alors entre deux enfilades de maisons mitoyennes plus raffinées les unes que les autres. C'était ici que l'aristocratie et la haute bourgeoisie résidaient, dans ces demeures élégantes aux façades de briques rouges et blanches. Clara se sentait dévisagée par les rares passants qu'ils croisèrent. Sans doute sa tenue était-elle trop sobre et passée de mode, sans oublier les quelques taches de suie qui maculaient le tissu, témoin du nettoyage qu'elle avait dû elle-même effectuer dans le foyer du salon. Andrew s'immobilisa devant un escalier qui montait entre les colonnes fasciculées d'un porche. À gauche, un autre escalier descendait vers l'entrée de service. Clara se sentit mal à l'aise. « Allons-nous vraiment nous présenter à l'entrée principale? » Andrew attrapa sa main pour l'entraîner à sa suite. « Nous sommes les invités du duc de Warwick, » répondit-il en gravissant les marches. Clara le suivit, incapable d'ignorer l'embarras qui grandissait en elle. Ils n'étaient pas des invités, songea-t-elle. Ils étaient des mendiants. Chapitre 4. Londres, 1843. M. R.S. Muller réprima un sourire en écoutant les deux vieilles filles à ses côtés. Elles exprimaient ouvertement leur dédain et leur désapprobation à l'égard de cette exposition de cires anatomiques. Devant elles, un adolescent plongeait ses mains dans un corps pour en extraire le gros intestin. Malgré leurs protestations, ces femmes restaient là, à regarder. Il s'agissait d'un spectacle à la fois fascinant et macabre qui ne laissait personne indifférent. Qui n'était pas curieux de savoir ce qui se cachait sous toute cette peau? Chaque modèle, soigneusement sculpté à la main, présentait les différents systèmes du corps humain, révélant les mystères de la physiologie dans une étonnante démonstration de science et d'art. Deux enfants observaient avec stupeur le visage écorché d'un homme exposant les muscles et les veines, tandis que leur mère posait un mouchoir sur sa bouche. Mrs. Muller, elle, ne ressentait rien à la vue de ces corps en cire, hormis du respect pour tout le travail que leur conception avait exigé. Le corps humain n'avait plus de secret pour elle. En assistant le docteur Elliotson à maintes reprises, elle avait eu l'occasion de voir plus que sa part. Le sang, les infections, les plaies, la nudité, rien ne la choquait désormais. Un couple âgé s'approcha d'un mannequin près de Mrs. Muller. « Qu'est-ce donc ceci, vous croyez? » demanda l'homme à sa femme. Il pointait un gros organe gris à l'intérieur du ventre. « Qu'en saurais-je? » répondit son épouse en osant à peine regarder. « C'est le foie, » les informa Mrs. Muller. « Il entrepose et épure le sang, et il produit la bile. » Le vieil homme parut impressionné. « Êtes-vous infirmière, miss? »« Oui, je suis l'assistante d'un médecin. »« Vous avez un fort accent. De quel pays venez-vous? » l'interrogea à son tour la femme. « D'Autriche. »« Vous devez en voir de toutes sortes, » poursuivit la vieille dame. « J'ignore comment vous faites. La seule vue de ces corps m'incommode. Mon cher, je crois qu'il est temps de partir. Il fait affreusement chaud ici. » Ils saluèrent Mrs. Muller avant de se diriger vers la sortie. Celle-ci se tourna alors vers un modèle féminin étendu sur une table. Elle s'avança pour mieux examiner cette Vénus anatomique.
Sa longue crinière blonde était apparemment faite de vrais cheveux, tout comme la toison entre ses jambes était constituée de poils humains. Son beau visage paisible, ses cils fournis bordant ses yeux bleus mi-clos, sa peau laiteuse, parfaitement lisse, sa pose sensuelle. Tout avait été réfléchi pour donner à la mort un côté attrayant. D'autant plus que, bien qu'inanimée, elle portait la vie. Son ventre ouvert dévoilait un fœtus dans son utérus. Attirée, Mrs. Muller fit quelques pas pour mieux voir. Comment une femme de cire pouvait-elle être enceinte alors qu'elle-même, une femme en chair et en os, ne l'avait jamais pu? Un bruit de pas tout près l'arracha à sa rêverie mélancolique. De l'autre côté de la table, un jeune homme s'était approché et étudiait, avec une attention soutenue, la femme de cire. D'après son air avide, Mrs. Muller comprit qu'il n'était pas là à des fins pédagogiques. Toute cette nudité ainsi exhibée avait de quoi choquer les esprits et exciter les instincts. Lorsque le jeune homme leva les yeux vers elle, l'expression fiévreuse qu'elle perçut dans son regard ne lui inspira rien de bon. Il ne fallait pas être devin pour savoir ce qu'il pensait. Haussant un sourcil perplexe, Mrs. Muller s'éloigna rapidement. C'est alors que la mère nauséeuse qu'elle avait croisée plus tôt s'effondra au sol sous les cris de ses deux enfants. Bien vite, un petit attroupement se forma autour d'eux, et cette petite famille devint soudain aussi intéressante que les mannequins de cire. Sans même réfléchir, Mrs. Muller fendit le rassemblement d'une démarche assurée. « Faites place, » ordonna-t-elle. « Je suis infirmière. Laissez-moi passer. » Les gens s'écartèrent en l'entendant pour la laisser rejoindre la pauvre femme inconsciente. La petite fille, d'à peine 5 ans, pleurait à chaudes larmes tandis que son frère, un peu plus vieux, ne paraissait pas savoir comment réagir. Mrs. Muller leur sourit calmement tout en vérifiant le pouls de leur mère. « Ne vous inquiétez pas, les enfants. Votre maman sera de nouveau sur pied dans peu de temps. Comment vous appelez-vous? » « Brian, » bafouilla le garçon. « Et ta petite sœur? » « Charlotte. » Tandis qu'elle tentait de les distraire et de les rassurer, Mrs. Muller défit les boutons de la robe de leur mère à la hauteur du cou. Les gens autour ne cessaient pas de les observer. « Circulez !» les somma-t-elle, agacée. « Cette dame-ci n'est pas faite de cire, elle a besoin d'air. » Mrs. Muller gardait toujours des selles de pamoison sur elle. En raison de corsets trop serrés, il n'était pas rare que les femmes soient sujettes aux évanouissements. À mesure que l'attroupement se dispersait, elle mit les selles sous le nez de la mère, qui reprit subitement connaissance en clignant des yeux. « Que s'est-il passé? » s'enquit-elle d'une voix empâtée. « Je crains que la vue de tous ces corps ne vous ait affecté, Mrs. C'est un spectacle fascinant, je vous l'accorde, mais qui ne convient pas à tous. » Mrs. Muller lui sourit tout en l'aidant à se relever. Brian et Charlotte se blottirent dans les jupes de leur mère. « Merci. Vous êtes très charitable, » bafouilla la dame. « Vous avez raison. Nous ferions mieux de rentrer. » Mrs. Muller salua d'un geste de la main les deux enfants qui lui jetaient des coups d'œil derrière leur épaule. Seuls, sans leur mère pour veiller sur eux, ils étaient très vulnérables dans cette foule. N'importe qui aurait pu les enlever. Mrs. Muller frémit à cette pensée, se rappelant qu'elle-même n'était pas en sécurité. Elle craignait que cet incident ait attiré l'attention sur elle, alors qu'elle s'efforçait de rester discrète. Il peut être n'importe où. Il valait mieux partir sur le champ, retourner attendre le docteur Elliotson près des portes de la salle de conférence. Elle s'excusa lorsqu'elle bouscula involontairement un homme en évitant des enfants qui couraient de ci, de là dans les corridors, excités par la foule et l'exposition. Elle n'avait qu'une envie, regagner son hôtel, se retrouver en tête-à-tête avec elle-même. « Ah, vous voilà !» s'exclama une voix familière. Mrs. Muller leva la tête vers son patron qui clopinait en sa direction. « Je suis désolée, je n'ai pas vu le temps passer. » Puis, il ajouta en chuchotant. « Il n'est peut-être pas prudent de rester seul ici.
Je me fonds dans la masse, le rassura-t-elle, bien que moins sûre d'elle à présent. Je voulais vous laisser le plaisir de retrouver vos anciens collègues. John lui adressa un sourire reconnaissant tandis qu'il cheminait vers la sortie. « Il fait si bon d'être de retour au pays !» s'exclama-t-il avec ravissement en se coiffant de son chapeau haut de forme. Le bonheur de John la contentait. Elle-même était trop anxieuse pour réellement savourer leur présence en ces lieux. Je brûlais d'envie de parler de mon fluidomètre durant la conférence, mais je me suis retenue, confia John. Je n'ai pas récolté assez de données jusqu'à présent. Et pourtant, vous devez bien avoir mesuré toute la population autrichienne avec cet appareil, plaisanta Mrs. Müller, sourire en coin. Comptez-vous faire toute l'Angleterre également? N'exagérez pas, je n'ai récolté qu'une centaine de données. Je ne faisais que vous taquiner. En vérité, j'admire votre rigueur. Rigueur et méthode sont les mots d'ordre en médecine. Ne l'oubliez pas, ma chère. Elle fouilla dans son réticule. Tenez, voici 2 petits biscuits au beurre que j'ai pensé vous apporter. Je sais que vous avez faim après vos conférences. Vous êtes trop bonne pour moi, lui assura-t-il. Allons prendre le thé à l'hôtel. J'ai bien envie d'un. Sandwich au concombre, compléta Mrs. Müller en souriant. Peut-être même 2 ou 3. Le docteur voulut répondre, mais il venait de mettre un biscuit dans sa bouche. Ils étaient près des grandes portes de l'entrée quand quelqu'un les apostropha. « Hé, vous, attendez un instant !» Mrs. Müller tressaillit, traversée par un éclair de peur. Il a une multitude de gens à son service. Chapitre 5 Londres, 1841. Le majordome qui ouvrit la porte à Andrew et Clara les examina d'un air dédaigneux, mais les fit tout de même entrer lorsqu'Andrew déclara avec insistance que le duc leur avait donné rendez-vous. D'un raclement de gorge, le domestique fit comprendre à Clara qu'il attendait qu'elle lui remette son chapeau. Gênée, elle s'empressa de s'exécuter. Le majordome les conduisit dans un grand salon illuminé par des lustres majestueux en cristal taillé et en bronze doré. Clara laissa son regard courir le long des murs ornés de moulures jusqu'au plafond en trompe-l'œil, puis redescendre sur les grandes fenêtres encadrées de tentures rouges. Sur des piédestaux posés près des fenêtres, des bustes en marbre imposant semblaient la toiser. Les tapis persans couvrant le sol devaient à eux seuls valoir une petite fortune. Intimidée, la jeune femme prit place sur l'un des canapés en jacquard gris. Andrew vint vite s'asseoir à ses côtés, tandis que le majordome se posta près de la porte sans leur adresser un regard. Anticipant avec un inconfort grandissant l'arrivée du duc de Warwick, Clara lissa nerveusement sa robe en maudissant les taches de suie, petites mais tout de même apparentes. Elle aurait dû essayer de les détacher comme la blanchisseuse le lui avait montré, mais elle avait manqué de cœur. Faire la lessive était déjà une corvée éreintante. Aussi, ces petites taches, après des heures de trempage, de brassage et de séchage, lui avaient paru sans importance. Un bruit tira Clara de ses insignifiantes pensées. Dès que le duc de Warwick apparut, elle se sentit intimidée par son intense regard ainsi que son port aristocratique. Indéniablement, malgré son nez proéminent et ses traits grossiers, il se dégageait de lui une aura de richesse et de pouvoir qui gommait ses défauts physiques. Sans compter que sa tenue foncée était impeccable, parfaitement ajustée et taillée dans le meilleur tissu et mettait en valeur le nœud particulièrement compliqué de sa cravate de soie blanche. Les boutons dorés de son gilet s'agençaient parfaitement à la canne en or qu'il tenait à la main. « Ah, mon cher Mr. Preston !» s'exclama le duc d'une voix chaleureuse. « Je suis si heureux que vous ayez répondu à mon invitation, et je le suis d'autant plus de revoir votre charmante femme. » « Merci, votre grâce. Vous êtes très aimable de vouloir nous aider. » « Quand j'ai eu vent de vos difficultés, j'en fus tout de suite fort attristée, » assura le duc en s'asseyant face à eux. « Je me souvenais bien de Mrs. Preston au bal des Mayfair. » Il appuya sa dernière phrase d'un sourire charmant.
Clara ne sut pas si elle devait en être soulagée ou bien mal à l'aise. Cet homme important rencontrait sûrement des dizaines de nouveaux visages chaque jour. Comment se faisait-il qu'il se souvienne du sien alors qu'il s'était à peine parlé? Certes, elle était jolie, mais pas au point de susciter un si grand intérêt. Le duc congédia son domestique d'un signe de la tête. Le majordome quitta les lieux, non sans auparavant fermer les portes du salon par lesquelles ils étaient entrés. Puis, l'aristocrate lança à Clara un regard enveloppant. « La pensée qu'il puisse vous arriver le moindre malheur m'est insupportable. Nous vous remercions du fond du cœur de votre bonté, votre grâce, » lui répondit Clara. « Mon mari souhaite se reprendre en main et mener une vie respectable désormais. »« Nous faisons tous des erreurs, je comprends, » affirma le duc. « Les tentations sont grandes. Il est si facile de tomber dans le vice. » Une lueur de malice brilla dans son œil, semant la confusion chez Clara. À cet instant précis, un mauvais pressentiment naquit en elle. « Allons, Mr. Preston, » poursuivit le duc en se tournant vers lui. « Racontez-moi donc vos soucis, et voyons comment je peux vous aider. » Andrew remua sur le canapé. « Je dois une somme importante à Mr. Cole. »« Ah, le fameux Mr. Cole !» s'exclama Lord Warwick, visiblement amusé. Andrew hocha la tête, l'air piteux. « Ce n'est pas prudent, Mr. Preston, pas prudent du tout. Mr. Cole n'est pas le genre d'homme à prendre en pitié. La Tamise est remplie des corps brisés que ces hommes y ont jetés pour beaucoup moins que ce que vous lui devez. Il s'en prendra à votre charmante femme sans une once d'humanité. » Clara frémit. Le duc était donc bien au courant de leur situation. Il savait quelle somme devait Andrew. Depuis le début de la conversation, il leur demandait des détails qu'ils connaissaient déjà, comme s'il s'agissait d'un jeu. « Or, je ne le permettrai pas. Je parlerai à Mr. Cole, » promit l'aristocrate, tout sourire. « Il cessera de vous importuner. Je lui rachèterai vos dettes. » « Est-ce vrai? Quelle générosité !» s'exclama alors Andrew, si submergé par le soulagement qu'il en rit presque de joie. « Si je peux faire quoi que ce soit pour vous... » « La seule chose que je vous demande est de me laisser veiller sur Mrs. Preston. À partir de maintenant, je serai son protecteur. » Clara se raidit alors que l'envahissait une désagréable sensation entre la vexation et la panique. Le duc avait beau enrober ses paroles de promesses chevaleresques, il n'en restait pas moins un inconnu. Qu'il s'intéresse autant à elle ne lui inspirait rien de bon. Chapitre 6. Londres, 1843. Un inconnu âgé d'une quarantaine d'années rattrapa rapidement Mrs. Muller et le docteur Elliotson après avoir contourné une petite famille plantée au milieu du hall. C'était un grand homme élégant, aux favoris déjà grisonnants et au visage sérieux que Mrs. Muller n'avait jamais croisé en ces lieux auparavant. Toujours en état d'alerte, elle se détendit seulement lorsqu'elle l'entendit parler à John d'un ton posé et amical. « Très bonne conférence, docteur Elliotson. Vous m'avez tout à fait convaincu. » John le dévisagea un court instant, l'air de s'interroger sur son identité. « Mon nom est Harry Valentine, » se présenta-t-il. « Je suis au service de la famille Archer. La vicomtesse d'Ashdale est très intéressée par vos recherches, docteur. Elle m'a demandé de vous remettre ceci. » Il sortit de son manteau une missive cachetée. Intrigué, John la saisit pour l'ouvrir aussitôt. Dès qu'il eut fini de la lire, il la tendit à son assistante qui en fit de même. « Docteur Elliotson, j'ai entendu parler de vos travaux sur le magnétisme animal par le docteur Karl Wagner, brièvement de passage en Angleterre, et je souhaite requérir vos services pour une durée indéterminée. Vous êtes invité au manoir de Black Pond Hall, dans le Lancashire. J'espère votre arrivée le plus tôt possible. Mes salutations distinguées. Lady Constance Archer, vicomtesse D. Ashdale. » Mrs. Muller échangea un regard étonné avec John. « J'ai une voiture prête à vous y emmener ?» les informa Valentine. «
Si vous n'avez pas d'autres engagements, nous pourrions partir dès demain matin. Eh bien, je dois y réfléchir. La vicomtesse est-elle malade? S'enquit John. Je ne peux pas le révéler ici, Dr. Elliotson. Lady Archer vous expliquera elle-même la situation. Voilà qui est très intriguant. La vicomtesse a vu bien des choses durant sa longue vie, mais depuis qu'elle a eu vent de votre travail, elle est convaincue que votre expertise saura l'aider. Elle a beaucoup insisté pour que je vous ramène avec moi. Avant toute chose, je dois consulter mon agenda. Bien sûr. Où puis-je vous trouver? L'empressement de cet inconnu surprenait Mrs. Mullet autant que John. Ni l'un ni l'autre ne s'était attendu à être ainsi sollicité, de surcroît, par une femme de l'aristocratie. Après un moment d'hésitation, John lui indiqua. « Nous logeons à l'hôtel Fuller and Brooks. » La jeune femme sursauta. Le docteur en oubliait toute prudence. Elle lui donna un petit coup de coude discret, mais le mal était déjà fait. « Très bien, j'y viendrai dès demain matin pour recevoir votre réponse. » Le dénommé Valentine souleva son chapeau en guise de salut, puis s'éloigna d'un pas rapide. Mrs. Muller suivit sa silhouette jusqu'à ce qu'elle disparaisse par les grandes portes de l'entrée. Elle ne savait quoi penser de cette invitation inattendue. « La nouvelle de notre arrivée n'a pas mis de temps à se répandre, » murmura-t-elle, inquiète. « Nous devons faire montre de plus de prudence. » Je me demande ce que me veut cette vicomtesse. Pourquoi n'a-t-elle pas donné plus de détails? Comme c'est intriguant, répéta John, songeur. Il se perdit dans ses réflexions. Mrs. Muller connaissait si bien John qu'elle pouvait deviner ses pensées. Sa curiosité était piquée. Il ne pouvait résister à une nouvelle opportunité de mettre le magnétisme animal à l'épreuve. S'il n'allait pas à Black Pond Hall, ce mystère le hanterait pour toujours. « Vous savez bien que je n'aime guère les aristocrates, » lui rappela-t-elle. « Je demanderai à Parson de se renseigner sur cette famille. La vicomtesse est manifestement une dame âgée. Si elle a ainsi envoyé un serviteur à notre recherche, c'est qu'elle doit être très souffrante. À son âge, chaque minute compte. » « Vous avez sans doute raison, » convint son assistante après quelques instants. Ils passèrent à leur tour les portes pour émerger à l'air libre. La jeune femme lança un coup d'œil derrière elle. Le Collège royal de médecine se dressait, fier et austère, touchant pratiquement le ciel. À côté de lui, les autres bâtiments paraissaient insignifiants. Et dans son ombre, Mrs. Muller se sentait petite et vulnérable. « Rentrons à l'hôtel, » dit-elle. « Je suis un peu fatiguée. »« Bien sûr, bien sûr. Pardonnez-moi, je ne pense qu'à moi. » « C'est tout à fait faux. Je sais tous les sacrifices que vous avez faits en quittant l'Angleterre. »« Je vous l'ai déjà dit. Je voulais aller en Autriche depuis quelque temps. Le séjour a seulement été plus long que prévu. » Il était vrai que John s'intéressait depuis longtemps au magnétisme animal et qu'il avait saisi cette occasion pour l'étudier dans le pays de son fondateur, Franz Anton Mesmer. Il avait passé ces 2 années à travailler d'arrache-pied avec des médecins magnétiseurs afin de devenir ni plus ni moins qu'une figure de proue dans ce domaine. Ils s'éloignèrent lentement du collège sous un ciel plombé prêt à éclater. Mrs. Muller observa les alentours, étourdie par la clameur et la vivacité de cette grande cité, bien loin de ce qu'elle avait connu dans les bourgs tranquilles d'Autriche. Le mélange complexe de bruits et d'odeurs qui régnait dans les rues lui parut néanmoins familier. Le parfum vivifiant de la lessive, la fumée de charbon, le martèlement des roues de voitures sur les pavés, les cris des marchands ambulants, le hennissement des chevaux. En passant devant des étals débordant de fruits frais, de pain à la croûte dorée et de viande fumante, Mrs. Muller sentit son appétit se réveiller, tout comme son enthousiasme. La jeune femme se plaisait à observer la Tamise, cette majestueuse artère fluviale qui traversait la ville de part en part. Ses eaux sombres semblaient refléter à la fois les tourments et les espoirs qui habitaient son cœur. Arrivés devant leur hôtel,
Un élégant édifice pourvu de colonnes imposantes et d'un fronton sculpté, ils furent rejoints par un homme d'une cinquantaine d'années, vêtu d'un long manteau noir et d'un chapeau usé. « J'ai une mauvaise nouvelle », leur chuchota-t-il, une fois à leur hauteur. Une vague d'angoisse submergea la jeune femme à ces quelques mots. « Il peut être n'importe où. » Le détective Alan Parson était d'une redoutable efficacité et d'une grande discrétion. C'était Mrs. Muller qui avait proposé de l'engager. « Il est de retour dans la capitale », annonça Parson, « depuis ce matin, et il compte y rester pour au moins 2 semaines, selon ma source, toujours dans sa maison de Belgravia. » Le cœur de la jeune femme manqua un battement. Il lui sembla que l'air se raréfiait et qu'une pierre lui tombait au fond du ventre. Il a une multitude de gens à son service. John écarquilla les yeux, frappé de stupeur. Lui aussi paraissait chuter brutalement de son nuage. « Vous devriez vous éloigner de Londres pour un temps, » enchaîna le détective. Toujours sous le choc, Mrs. Muller se sentit vaciller. « Il a des amis puissants. Nous avons justement reçu une invitation de la vicomtesse d'Ashdale, l'informa John, qui recomposa ses traits en un masque neutre. Un certain Mr. Valentine, qui travaille pour elle, a suggéré de nous emmener dans le Lancashire dès demain matin. Pourriez-vous vous renseigner sur la famille Archer? Je veux être sûr que nous serons en sécurité chez eux. » « Bien sûr. Je passerai ce soir à votre hôtel pour vous faire mon compte-rendu. » Parson les salua d'un hochement de tête avant de disparaître. Mrs. Muller n'avait plus qu'une hâte à présent, quitter Londres le plus rapidement possible, cette même ville où elle s'était sentie bien quelques minutes plus tôt. Peu lui importait qui était cette vicomtesse tant qu'elle ne respirait plus l'air lourd de la capitale. Tant qu'elle ne respirait plus le même air que lui. Chapitre 7. Londres, 1841. Le duc de Warwick s'avança sur le bout du canapé en s'appuyant sur le pommeau en or massif de sa canne. Son sourire, le plus bel attribut de son visage, était éclatant, presque autant que les lustres en cristal qui emprisonnaient la lumière des chandelles. « Alors, est-ce un accord? » demanda-t-il. « Vous me laissez devenir le protecteur de Mrs. Preston? » « En quoi cela consiste-t-il au juste? » questionna Andrew, perplexe. « J'ai à mon service plusieurs filles. Je les ai toutes recueillies alors qu'elles se trouvaient dans une situation précaire. Je suis leur protecteur. Mrs. Preston sera bien traitée, ne vous inquiétez pas. Elle aura un toit somptueux au-dessus de sa tête, de la nourriture en abondance, des robes neuves. Vous n'avez qu'à signer le contrat suivant et tous vos problèmes s'envoleront. » Le duc sortit de sa veste une feuille de papier couverte d'une écriture élégante, à l'encre rouge carmin et d'un sceau en cire de la même couleur. Abasourdie, Clara émergea enfin de sa torpeur. Tout en se levant brusquement, elle jeta d'instinct un regard vers les portes fermées. Elle prenait tout à coup conscience que Lord Warwick n'était pas du tout comme elle se l'était imaginé. Il n'avait rien de noble, de digne, ni de gracieux. Elle avait su lire entre ces belles paroles, il offrait de lâcheté tout simplement. « Il n'en est pas question, » refusa-t-elle d'un ton outré. « Je ne suis pas une monnaie d'échange. »« Mais non, pas du tout, » s'exclama le duc d'un air faussement contrit. « Pardonnez-moi si je vous ai offensé, ma chère. Je vous offre de travailler honnêtement dans ma maison. » « Quel genre de travail aurait-elle à faire? » demanda Andrew. Comprenant qu'il considérait réellement la proposition, Clara lui assena un regard noir. « Oh, rien de trop éreintant, » assura le duc avec désinvolture. « Nous verrons cela en temps et lieu. Elle sera bien traitée. »« Andrew, » se fâcha Clara, « ce n'est pas à moi de travailler pour rembourser des dettes que tu as contractées seule en raison de ton irresponsabilité. Je n'aurais pas dû te prendre en pitié. Tu es prêt à me vendre tel un vulgaire morceau de viande pour sauver ta peau. Tu ne changeras jamais. » Elle se dirigea d'un pas rageur vers les portes du salon, mais les trouva verrouillées.
Une vague puissante de panique la submergea, d'autant plus que le duc poursuivait la conversation comme si elle n'était plus là. Tandis qu'elle s'escrimait à tourner les poignets, Lord Warwick enchaînait. « Si elle se conduit bien et qu'elle fait ce qu'on lui demande, elle sera toujours très bien traitée. Vous avez ma parole. » « Clara » l'interpella Andrew, alors qu'elle tentait encore désespérément d'ouvrir les portes. « Il n'est pas question de te vendre, voyons. Le duc ne veut que ton bien. Songe-y, nous n'avons presque plus rien. Et si tu pars, tu seras obligé de travailler de toute façon. Ici, tu ne manqueras de rien. C'est la solution à tous nos problèmes. » Trop choquée, Clara l'ignorait. « Laissez-moi sortir !» cria-t-elle en frappant sur les portes, espérant qu'un domestique lui vienne en aide. « Si vous êtes d'accord avec cette offre, il ne vous reste plus qu'à signer, » indiqua le duc à Andrew. Horrifiée, Clara se retourna pour regarder les deux hommes. Si Andrew hésita, ce fut seulement durant un trop court instant. Tandis qu'il apposait sa signature au bas du document, elle murmura avec effroi « Non, non !» Andrew l'observa d'un air désolé. « Pardonne-moi de t'abandonner, Clara, mais c'est mieux ainsi. Tu voulais me quitter de toute façon, et Cole nous aurait fait du mal à tous les deux. » Le sang dans les veines de la jeune femme se mit à bouillir sous le coup de la fureur. Elle se jeta sur Andrew pour le gifler et le frapper de toutes ses forces. Il se protégeait le visage de ses bras sans chercher à la repousser. Elle voulait le faire souffrir et y serait peut-être parvenue si une poigne solide n'avait pas happé son bras. Même en se débattant comme une forcenée, elle ne réussit pas à se libérer. Le duc la traîna jusqu'aux cloches des domestiques qu'il sonna pour appeler l'un d'eux. Le majordome déverrouilla alors les portes et entra. « Sadler, veuillez accompagner Mr. Prescott à la sortie et fermez derrière vous. »« Aidez-moi, s'il vous plaît. Laissez-moi sortir d'ici. » Clara eut beau supplier le majordome, celui-ci ne lui adressa qu'une moue dédaigneuse. Andrew, quant à lui lança un dernier regard navré avant de sortir de la pièce. Quand les portes se refermèrent, Clara cessa de respirer. Tout son corps, de ses muscles à ses tendons, était tendu à l'extrême, et son cœur battait frénétiquement jusque dans ses tempes. Le duc la serra plus fortement contre lui, en s'aidant de sa canne qu'il tenait toujours dans son poing. Elle pouvait sentir contre son oreille son haleine chaude, puante de tabac et de whisky, lorsqu'il lui murmura « C'est pour le mieux, ma petite Clara. Nous aurons beaucoup de plaisir ensemble, je le sens. Les règles sont simples. Si tu es docile, tu seras bien traitée. Si tu me désobéis, tu seras punie. » Tout à coup, il lui mordit à l'oreille. Dégoûtée, elle réagit brusquement. Elle lui assena un coup de coude dans le ventre qu'il encaissa avec un grognement. Au mépris de la douleur, il la retint par la main. Clara se débattit si fort qu'elle se libéra, non sans y laisser son gant. Elle s'enfuit derrière le canapé, attrapant tous les objets qui lui passaient sous la main pour les lancer au duc. Celui-ci les évitait habilement, approchant avec une démarche féline. Un sourire maléfique déformait son visage. « Tu as un tempérament fougueux, j'aime bien, » commenta-t-il d'une voix mielleuse. « Ce n'en sera que plus amusant pour moi, mais plus douloureux pour toi. » Assourdie par le vacarme de son sang qui rugissait à ses oreilles, Clara cherchait autour d'elle une issue, tel un animal pris au piège. Elle repéra une porte derrière elle et, sans même réfléchir, s'y précipita. Au moment où elle comprit qu'elle était également verrouillée, il était trop tard. Le duc l'empoigna brutalement par la nuque et la fit tomber sur le ventre. L'impact lui coupa le souffle. « Voici un exemple de mauvais comportement qu'il me faudra corriger, » lui susurra-t-il en s'asseyant sur elle pour la clouer au sol. « J'exige que tu sois calme et posée en toutes circonstances. Tu ne parleras que lorsque je t'adresserai la parole et tu m'appelleras maître, compris? » Comme Clara ne répondit pas, il tira sur ses cheveux. Elle étouffa un gémissement entre ses dents. « Lutte autant que tu veux. Je finirai bien par te briser. Mais si tu te soumets, tout sera plus facile. Je te le promets, ma chérie, » expliqua-t-il en lui caressant le cou. Soudain,
Clara ressentit une douleur aiguë dans le haut de son dos, si vive qu'elle lui arracha un cri. Plus elle s'agitait, plus la souffrance augmentait. Selon toute vraisemblance, une lame effilée fendait le tissu de sa robe, l'épaisseur de son corset, et écorchait toutes les couches de sa peau jusqu'à laisser un sillon sanglant dans sa chair. Des larmes brûlantes inondèrent ses joues, tandis qu'une peur sans nom la tétanisait. Sa propre impuissance semait en elle le désespoir le plus profond. La lame poursuivait son chemin le long de sa colonne vertébrale. Cet homme qu'elle avait cru si noble, si bon, si irréprochable, s'appliquait à lui lacérer le dos très lentement. Elle emporterait la cicatrice à jamais, durant le restant de sa pitoyable existence, alors qu'il continuerait impunément sa vie. Il assisterait comme d'habitude aux sorties mondaines parmi tous ces gens en pâmoison devant son titre et sa richesse, gens auxquels elle avait elle-même appartenu peu de temps auparavant. « Voici ta première marque », annonça-t-il au terme de son interminable supplice. « Signe que tu m'as désobéi. Mais n'aie crainte, je sais aussi me montrer tendre et affectueux. Tu l'apprendras cette nuit. Je suis un homme qui aime faire les choses dans l'ordre. L'attente ne fera qu'attiser davantage notre désir, chérie. Pour l'heure, je te laisse te familiariser avec les lieux et manger un peu. » Puis, il enchaîna d'un ton joyeux, comme s'il n'avait eu jusque-là qu'une discussion tranquille autour d'un bon thé. « Ma couturière vient demain à 10 heures. Elle prendra tes mensurations. Je crois que le verre t'ira à ravir. Ces tissus sont de la meilleure qualité, tu auras l'occasion de le constater par toi-même. » Au même moment, par la porte du fond, celle que Clara avait tenté de franchir, une fille toute jeune, d'à peine 16 ans, entra discrètement. Quand Clara croisa son regard, elle comprit qu'il s'agissait là d'une autre prisonnière du duc, l'une de ces femmes qu'il avait soi-disant recueillies par charité. Ce qui la frappa en premier fut sa flamboyante chevelure rousse. Puis, elle remarqua qu'elle était vêtue d'une belle robe bleue. Son joli visage couvert de taches de rousseur demeura flegmatique devant le spectacle qui s'offrait à elle. Cependant, ses yeux trahissaient la peur, la détresse et la compassion. Elle avançait en boitant légèrement, signe que ses pieds étaient entravés sous ses jupes. Le duc se releva enfin. Clara poussa un grognement rauque, momentanément tétanisée par la douleur. Chaque mouvement la faisait souffrir. « Ah, Judith !» s'exclama le duc avec un détachement déroutant compte tenu des circonstances. « Voici Clara. Elle est nouvelle. Je compte sur toi pour lui montrer les lieux et lui indiquer où elle a le droit d'aller. Sois gentil avec elle, ne t'avise pas de l'effrayer. Suture sa plaie et fais-lui prendre un bain. » Clara n'était plus que souffrance à cet instant. Pourtant, l'adrénaline la poussa à profiter de la distraction du duc pour s'étirer et tendre la main vers la canne restée par terre, à proximité. « Assure-toi qu'elle mange à sa faim, » poursuivit le duc qui lui faisait dos. « Je veux qu'elle soit resplendissante. Surtout, je veux qu'elle soit dans ma chambre à 21 heures, vêtue du négligé vert pâle en satin. Ah oui, et demande à Cathy de nettoyer le sang par terre. » Lorsqu'elle s'empara de la canne, Clara se releva promptement et frappa le diable à la tête de toutes ses forces avant qu'il n'ait le temps de réagir. Stupéfaite par la violence de son geste, elle le regarda chuter au sol et se tordre de douleur, les mains plaquées sur son crâne. La canne glissa des doigts de Clara. Le bruit métallique que fit le massif objet en heurtant le parquet la sortit de sa torpeur. Sans attendre, et sans même se préoccuper de la pauvre Judith, elle poussa un buste en marbre contre la fenêtre, qui éclata en 1000 morceaux, puis elle sauta sur le bord, se hissa sur la vitre cassée et tomba lourdement sur le pavé de l'autre côté. La chute lui comprima les poumons, empêchant momentanément l'air d'y entrer. Une voix rugissante retentit derrière elle, une horrible voix déformée par la rage. « Tu m'appartiens! Personne ne peut m'échapper! Peu importe où tu iras, je te retrouverai et je te le ferai payer. » Paniquée, Clara leva la tête pour apercevoir une dernière fois le duc. Ses yeux brûlaient de fureur et un filet de sang coulait de son front fendu.
Cette vision la fit détaler à vive allure dans la rue sans se retourner alors qu'elle l'entendait crier des ordres dans sa demeure. Chapitre 8. Lancashire, 1843. Assise sur la banquette rembourrée devant le docteur Elliotson, qui lisait le journal, Mrs. Muller retint un soupir de soulagement. Elle avait toujours aimé les voyages à la campagne, qui l'apaisaient à tous les coups. Être constamment en mouvement, voilà qui la rassurait. Elle oubliait alors tout des dernières années et l'espace de quelques minutes redevenait elle-même, cette jeune fille rieuse qui adorait les jeux et les énigmes. Elle avait récemment acheté un jeu de patience qui lui rappelait grandement un de ceux que lui avait donné son père bien des années plus tôt. Il s'agissait d'un petit labyrinthe en bois dans lequel on faisait rouler une bille en évitant les trous. Mrs. Muller aimait renouer avec ces joies enfantines qui sommeillaient encore en elle. Tandis qu'elle manipulait l'objet en bois, suivant imperturbablement le trajet de la bille de métal dans les dédales, elle appréciait le défi que lui apportaient les incessants cahotements de la voiture. Harry Valentine, assis à côté de John, lui lança un coup d'œil intrigué. Quand il s'était présenté à leur hôtel, le matin, il avait semblé d'abord ravi que John accepte de le suivre à Black Pond Hall, puis il était resté surpris d'apprendre que Mrs. Muller était son assistante et qu'elle l'accompagnait partout où il allait. Bien que concentré sur son jeu, Mrs. Muller put remarquer, entre deux parties, qu'Harry Valentine l'observait à la dérobée, sans doute parce qu'une infirmière autrichienne était rare en pleine campagne anglaise. Ses maîtres étaient bien plus intrigants qu'elle, en vérité. Cette pensée l'amena à songer à ce que leur avait confié le détective Parson, la veille, dans leur hôtel londonien. La vicomtesse d'Ashdale, Lady Constance Archer, est âgée de 55 ans. Quand son mari, Sir Horace Archer, est décédé, il y a 4 ans, le titre de vicomte est passé à son fils, Nathaniel Archer. C'est un libéral, connu au Parlement pour ses projets sociaux, pour lesquels il n'a que peu d'appui. Il possède une maison à Londres, dans le quartier de Belgravia, où il se rend seul à chaque saison parlementaire, soit d'avril à juillet. Lady Archer n'a eu que 2 enfants, l'autre étant une fille, Lady Arabella. Mère et fille restent terrées dans leur manoir de Black Pond Hall toute l'année. Les Archer sont connus pour être très réservés et même peu sociables. Ils ne sortent pas souvent et reçoivent rarement des visiteurs. Je n'en sais pas davantage sur leur vie dans le Lancashire. Je peux seulement affirmer qu'à Londres, le vicomte d'Ashdale a bonne réputation, même s'il participe peu à la vie mondaine et qu'il se fait très discret en dehors de ses activités politiques. Ces informations avaient quelque peu apaisé Mrs. Muller. Et si, par malheur, Black Pond Hall ne se révélait pas aussi sûr qu'anticipé, il n'aurait qu'à partir séance tenante. Le docteur et elle étaient habitués au voyage, ils vivaient pratiquement dans leur bagage. « J'aimerais fonder une revue », déclara tout à coup John en levant des yeux rêveurs de son journal. « J'y écrirais des articles parlant du magnétisme animal et de mes expériences. J'y songe depuis un moment, mais maintenant que je suis de retour en Angleterre, je pense m'y mettre sérieusement. » « C'est une bonne idée, » acquiesça son assistante. « Vous pourriez également y publier vos poèmes. »« Mes poèmes ?» répéta John, éberlué. « Je n'écris pas de poèmes. »« Oui, oui, ceux que vous rédigez en secret quand vous croyez que je ne regarde pas, » plaisanta Mrs. Muller avec un sourire espiègle. « Oh, grand Mesmer! Vous êtes un saint parmi les hommes de science. Aucun médecin n'a jamais atteint votre niveau de conscience. On vous a adoré, puis honni avec froideur, mais sachez que vous resterez à jamais dans mon cœur. » John parut à la fois gêné et amusé. « Mais non, voyons, je n'ai jamais écrit de poème à Mesmer, ne lancez pas de rumeurs. » Puis, en se tournant vers Harry Valentine, qui les regardait d'un œil perplexe, il précisa. « Mrs. Muller aime bien me taquiner. »« Y a-t-il longtemps que vous travaillez ensemble ?» demanda ce dernier. « Oh, oui. Enfin, depuis quelque temps. » La jeune femme réprima son sourire. Il n'était pas bon de se montrer trop familière.
De plus, Harry Valentine écoutait chacune de leurs paroles. Au début du trajet, il s'était efforcé de faire la conversation, mais il devint vite évident que ce Valentine n'était pas homme à aimer échanger des banalités. Ainsi John profita de l'occasion pour parler de sa plus récente invention. C'était sa grande fierté du moment, celle sur laquelle il avait passé les derniers mois à travailler. Elle n'était pas encore tout à fait au point, mais ses résultats semblaient fiables jusqu'à maintenant. « Mr. Valentine, me permettez-vous de prendre quelques mesures sur votre personne avec mon fluidomètre? » Enthousiaste, comme chaque fois qu'il présentait sa machine, le docteur lui montra sa petite boîte carrée. Munie d'un cadran et de boutons, elle était connectée par un long fil à un disque aimanté. Valentine parut intéressé et posa même quelques questions techniques au grand bonheur de John, qui s'en donna à cœur joie. Effectivement, ici, nous avons le cadran qui affiche la quantité de fluide magnétique présent dans le corps, et là nous pouvons voir le débit. Par exemple, en posant le morceau de magnétite sur votre front, les aiguilles montent. Ainsi, je suis à même de constater que votre taux de fluide est à 9,7 et votre débit à 3,2. Il s'interrompit un instant pour réfléchir. Surprenant. Mrs. Muller, je vous prie de prendre ces chiffres en note. » Elle acquiesça, déposa son jeu sur la banquette et s'empara du carnet que son patron gardait dans la poche avant de sa redingote. « Pourquoi surprenant? » s'enquit Mr. Valentine, l'air légèrement inquiet. « Oh, ne vous en faites pas, » répondit le docteur en déplaçant le disque de magnétite sur sa tête. « C'est sûrement le voyage qui influence les résultats. Nous reprendrons des mesures plus tard, si vous le voulez bien. » Lorsque la démonstration fut terminée, Mrs. Muller laissa son corps et son esprit se détendre complètement en observant les prairies brumeuses qui défilaient par la fenêtre. Le docteur, lui, se mit avec entrain à comparer les données que son assistante avait notées dans son carnet. Plus la distance la séparant de Londres grandissait, plus Mrs. Muller se sentait libérée d'un poids. Certes, elle se rendait chez des membres de la noblesse qu'elle ne connaissait pas, mais ceux-ci vivaient reclus, loin de leurs semblables. La jeune femme n'était allée qu'une seule fois dans le Lancashire, à Silverdale, un village où résidait un ami et confrère de son père. Comme elle n'avait que 6 ans à l'époque, elle gardait peu de souvenirs de son séjour là-bas, hormis qu'elle avait été impressionnée par la beauté des paysages verdoyants et bucoliques. Ses pensées occupèrent Mrs. Muller tant et si bien que le temps s'écoula sans qu'elle s'en rende compte. Bien vite, ils arrivèrent au village de Black Pond, enveloppé d'un fin brouillard. Les maisons en pierre grise se pressaient les unes contre les autres, formant une ruelle sinueuse qui serpentait à travers le village. Seules les lumières tamisées des fenêtres éclairaient les dalles de la chaussée et les murs couverts de mousse. On devinait à peine la silhouette de l'église perchée sur une colline. Au cœur de ce hameau anglais, véritable île dans une mer de brume, on se sentait transporté dans une autre époque, imprégné de tous les souvenirs des générations passées. « Nous devons arrêter à l'auberge pour changer les chevaux, » annonça Valentine. « Je suis navrée du contretemps. »« Aucun souci, Mr. Valentine, » lui assura John. La voiture s'immobilisa bientôt devant un vieil édifice en bois datant de l'époque médiévale. Sitôt sortie, Mrs. Muller inspira profondément l'air frais et vivifiant dans lequel se mêlaient des odeurs de feu et de pain chaud. Elle était affamée. La nervosité lui avait coupé l'appétit, si bien qu'elle n'avait pas beaucoup mangé avant leur départ. Valentine se dirigea vers la porte qu'il tint ouverte pour le docteur et son assistante. À l'intérieur, ceux-ci découvrirent une grande salle constituée de murs en bois brut, de poutres apparentes et de meubles en chêne rustiques. Des lampes à huile et un feu crépitant éclairaient timidement l'endroit, tandis que les voix feutrées des 3 clients présents enveloppaient la pièce. À peine entrée, Mrs. Muller huma les arômes appétissants qui émanaient de la cuisine. « Bonjour à vous », les accueillit l'aubergiste. « Oh, c'est vous, Mr. Valentine? Que puis-je pour vous? »
Bonjour, Mr. Brown. Voici le docteur John Elliotson et son assistante, Mrs. Muller. Nous prendrons du thé et un goûter. Et n'oubliez pas notre cocher dehors. Un bon bol de soupe chaude lui fera un grand bien. Très bien, Mr. Valentine. Tandis que ce dernier retournait à l'extérieur pour s'entretenir avec le cocher, Mrs. Muller se dirigea vers la table du fond où elle se laissa choir sur une chaise. Il ne s'écoula pas plus de 2 minutes avant qu'on ne les aborde. « D'où venez-vous comme ça, braves gens ?» les interrogea un homme assis un peu plus loin devant une chope de bière. Grand, squelettique et presque chauve, il avoisinait sans aucun doute les 70 ans. « Londres, mais nous arrivons récemment d'Autriche. »« Je m'appelle McBride, » se présenta-t-il. « Si vous êtes avec Valentine, c'est que vous allez à Black Pond Hall, je me trompe? » Cet habitant du coin était bien curieux. Mrs. Muller aurait voulu couper court à la conversation, mais le docteur n'y voyait apparemment aucun danger. En effet, nous avons été invités par la vicomtesse d'Ashdale. Sous la table, elle pressa sa botte sur celle de John en guise d'avertissement. Il toussota, soudain conscient de son imprudence. « Vous la connaissez ?» insista McBride. John ne répondit qu'après quelques instants. Manifestement, il pesait désormais chacun de ses mots. « Non, c'est la première fois que nous la rencontrerons. Je suis médecin et elle fait appel à mes services. »« Le diable est à l'œuvre dans Black Pond Hall, c'est moi qui vous le dis. » Les mit aussitôt en garde McBride. « N'allez pas là-bas. » John haussa les sourcils, pris de court. L'inquiétude de Mrs. Muller, qui ne parlait habituellement qu'en cas d'absolue nécessité, l'emporta et les mots fusèrent de sa bouche sans qu'elle y ait réfléchi. « Pourquoi dites-vous cela? » Tout le village connaît l'histoire de leur malédiction. Les Archer sont des meurtriers. Nathaniel Archer, le vicomte, a tué son père, il y a 4 ans. Comme les autorités n'ont jamais retrouvé le corps, elles ne peuvent accuser Nathaniel Archer. Mais il me semble évident qu'il l'a tué pour prendre sa place. Il essaie de le faire oublier en jouant l'aristocrate charitable qui ouvre des écoles pour les petits pauvres, et ça marche, sauf à cette période-ci de l'année. McBride regarda autour de lui en se levant, comme pour s'assurer que personne ne l'entendait. Puis, il fit quelques pas vers eux et murmura craintivement. « Elle approche. Elle sera bientôt là. »« Qui approche ?» chuchota Mrs. Muller. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.